Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir un sujet de préoccupation majeure pour les Français. Il s'agit de leur logement. Ce thème est repris par tous les candidats à la présidentielle avec de nombreuses propositions. Faut-il encadrer les loyers? Faut-il contraindre les villes à construire plus de logements sociaux? Comment venir en aide aux 6 millions de mal logés? On le voit, beaucoup d'interrogations et pour en débattre, deux invités. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. C'est vous qui, au sein du gouvernement, êtes en charge du logement. Et puis face à vous, Patrick Braouezec, bonsoir, député de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un élu de terrain et vous êtes confronté, bien évidemment, directement à cette question. Et puis pour vous interroger, à mes côtés, comme toutes les semaines, eh bien, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Alors on le sait, on manque de logements en France et les loyers sont trop chers, c'est du moins ce que pensent les Français. François Hollande, lui, a fait une proposition, encadrer le prix des loyers. Mais vous, Benoît Apparu, vous vous êtes déjà prononcé sur cette proposition et vous dites, vous êtes contre, pourquoi? Bonjour déjà, je suis contre pourquoi? Parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée et que ça va réduire à néant l'ensemble des efforts qui ont été faits sur le marché locatif à Paris. Concrètement, pourquoi? Dans un bail, vous avez un locataire, un propriétaire. On pose souvent nos regards sur le côté locataire, et c'est normal. Regardons un peu ce qui se passe du côté du propriétaire. Quand vous êtes propriétaire, que vous attendez, entre guillemets, parce que vous avez fait un investissement par exemple, 1000 € de loyer, et qu'on vous dit du jour au lendemain, c'est plus 1000 €, c'est 900 €. Qu'est-ce que vous faites? Au revoir, je vends mon appartement, et je vais investir mon argent ailleurs, là où c'est rentable. Le résultat, ça va être quoi? C'est qu'on va avoir moins de biens en location parce qu'on va avoir un départ de propriétaire. À la limite, on n'aurait jamais tenté l'expérience. Pourquoi pas? Enfin, c'est exactement ce qui s'est déjà passé dans les années 90. Et vous dites tous les bailleurs institutionnels qui étaient propriétaires de 25% du marché des logements privés en Ile-de-France sont tous partis. Alors, ils ont investi ailleurs. Si on s'arrête Pourquoi? sur un... Parce que c'était pas assez rentable. Dégradons la rentabilité et vous verrez le résultat. Alors Benoît une bonne Apparu, question sur les loyers et une mauvaise réponse. Juste un exemple ou deux. Ce 3 pièces, 42-43 mètres carrés, 1300 € de loyer. Ça paraît être un loyer très élevé. Il y a peu de gens qui peuvent se le payer avec des petits salaires. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? De grâce, si vous voulez bien. J'ai pas dit qu'il fallait rien faire. J'ai dit que le constat était bon sur le prix des loyers, mais pas la solution qui était préconisée. J'ai pas dit qu'il fallait rien faire. Je dis simplement la chose suivante. Bloquer les loyers dans le cas de figure, vous verrez, vous aurez 10% des propriétaires qui vendront leurs biens. Ça ne rapportera pas un logement supplémentaire. Ça ne fera que l'effet inverse et les files d'attente seront encore plus importantes que dans le passé. Alors avant de donner la parole à Patrick Braouezec, juste une question. Vous avez dit quand même pour les petites surfaces, les surfaces de moins de 13 mètres carrés, micro-surfaces, là pas plus de 40 € le mètre carré. Là, quelque part, vous encadrez le prix des loyers. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait un moment des loyers abusifs. C'était pas des loyers chers, mais des loyers où il y avait clairement pourquoi un abus. simplement pour les moins de 13 mètres carrés? Si vous voulez bien, je réponds à votre question. Ne coupez pas, ce sera beaucoup plus simple pour qu'on puisse aller au bout du raisonnement. Pourquoi? Tout simplement parce que entre 22-23 € du mètre carré et 70 € du mètre carré, 22 c'est très cher, 70 c'est un abus. Et on a observé que sur les micro-surfaces qu'on appelle les chambres de bonne, on avait clairement de l'abus avec des 9 mètres carrés à 800 ou 900 €. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, vous avez le droit de louer au prix que vous voulez. Par contre, au-dessus de 40 € du mètre carré, on va tellement vous taxer que vous n'aurez aucun intérêt à être au-dessus de 40 €. L'idée était de se dire, 40 €, qu'on se met d'accord, c'est excessivement cher, c'est beaucoup trop cher. Mais il y a une nuance pour moi entre réprimer un abus et encadrer les loyers. Alors on va interroger sur ce sujet Patrick Braouezec. Vous, François Hollande, sa proposition, vous êtes pour, vous êtes contre, vous suivez? Bonsoir d'abord. Oui, je suivrai assez bien cette proposition, on ira peut-être même un petit peu plus loin. Ça ne vous étonnera pas si... Attendez, je vais vous le dire. Ça ne vous étonnera pas si je me situe plutôt du côté des locataires que du côté des propriétaires. Et même si d'ailleurs, je me mets aussi du côté des propriétaires et je ne vois pas très bien pourquoi Benoît Apparu nous dit que ce serait un problème si 10% des propriétaires vendaient leurs biens. Parce que s'ils vendent leurs biens, ce serait peut-être dans des conditions où effectivement ces biens pourraient être de nouveau remis en location et dans des prix qui sont des prix effectivement tout à fait accessibles pour ceux qui sont demandeurs de logement aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ces propriétaires jouent sur du velours. Parce qu'il y a une telle pénurie de logements.
il y a un tel retard dans la construction de logements sociaux qu'effectivement, ceux qui cherchent un logement se tournent vers le logement privé. Il faudrait donc aussi remailler ceci avec la question de la production de logements sociaux. Et pour ce faire, eh bien, nous préconisons, nous, un grand service public du logement qui aurait plusieurs volets. Un volet d'abord financier et s'appuyer sur la Caisse des dépôts. Un volet de construction, pas simplement s'en remettre aux grands constructeurs qu'on connaît bien, même s'ils continueront à jouer leur rôle. Et puis aussi un volet foncier, parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que dans la politique de logement, dans la pénurie de logement, il y a le coût du foncier. Alors on va revenir en détail sur ce que vous venez de dire. Juste d'un point sur la question de l'encadrement des prix des loyers. Vous dites on veut même aller plus loin, ça signifie quoi? Parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un blocage des loyers pendant un certain temps. Et pendant qu'on ne combien de permette temps plus, le temps que tout ceci se régule. Le témoignage de cette personne qui nous dit je suis parti aux États-Unis, il était à 450 €, je reviens 9 mois après, il est à 750 €. Il faut arrêter. Y compris dans l'intérêt même des propriétaires. Parce qu'on sait très bien que ces bulles, elles sont artificielles et qu'à un moment, elles viendront aussi à péter. Il faut donc bien qu'on arrive à réguler cette question du coût aujourd'hui, du prix du logement, et notamment en région Île-de-France. Alors, parce que je pense que les abus, ils sont surtout en région Île-de-France. C'est quelque chose qui est beaucoup moins criant en province. Et je crois que sur Paris notamment, il y a à mettre quelques règles et faire en sorte que l'État joue son rôle. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que l'État, il doit réguler, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres d'ailleurs. Question de Gilles Leclerc. Est-ce qu'il n'y a pas un compromis qui pourrait être éventuellement, et c'est la question que je vous pose à tous les deux, entre geler les loyers ou encadrer la hausse? Ça n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que sur cette piste-là, c'est quelque chose qui pourrait... Il faudrait d'abord geler et ensuite encadrer. D'accord. Et vous? Un point. Benoît, dans le mot encadrer, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, dans le projet de François Hollande, j'ai pas entendu le encadrer à la hausse. Non, mais pour vous? J'ai entendu encadrer tout court. Encadrer, ça peut vouloir dire à la hausse, et quand on lit les propositions de loi PS sur ce sujet, c'est encadré à la baisse. C'est pas encadré à la hausse, c'est à la baisse. Ça, on avait compris. Voilà. Donc, ce qui est logique d'ailleurs. Et pour votre futur candidat? Mais pour mon futur candidat, dont je ne connais pas encore le nom, pour mon futur... Vous ne connaissez pas le nom de votre futur candidat, sérieusement? Pour l'instant, est-ce que vous avez vu quelqu'un à l'UMP qui s'est déjà déclaré ou pas? Ah bah si vous ne connaissez pas le nom du futur candidat de l'UMP, Benoît Barrus, ça c'est un vrai scoop. J'ai un souhait, j'ai pas dit pour l'instant il ne s'est pas prononcé. Et donc on ne le sait pas, même si on a tous assez peu de doutes sur le nom en question. Mais non, il n'y aura pas sur l'encadrement des loyers, il n'y aura pas de mesure, parce que je reste convaincu que la seule solution pour lutter contre les prix, et il faut lutter contre les prix, et l'augmentation des prix, notamment en Ile-de-France, c'est de produire plus de logements. Une petite nuance, si vous le voulez bien. Une petite nuance, si vous le voulez bien. Je sais qu'on a tendance, et c'est compréhensible, à focaliser exclusivement sur Paris et l'Île-de-France. Il faudrait quand même vous rappeler que dans 11 régions sur 22, c'est-à-dire quand même la moitié du pays, les prix des loyers, ils baissent, ils montent pas. Donc arrêtons aussi d'avoir cette pensée nationale, parce que très concrètement, quand vous avez des mesures type blocage des loyers, encadrement des loyers et autres, quand vous avez des territoires où vous avez autant de différences sur les prix du logement, on ne peut pas appliquer la même solution partout. Oui, d'ailleurs, François Hollande, si on est très précis, il parle des zones à risque. Il prend des zones par risque. Et pour la première location, il le dit. Zone première location, pourquoi? Ça rejoint, précision. Alors, on va laisser s'exprimer Monsieur Braouezec, parce que effectivement, vous avez beaucoup moins parlé. Juste pour faire avancer un tout petit peu le débat, François Hollande, et puis on s'arrêtera peut-être d'examiner que les propositions de François Hollande, mais enfin, lui, il les a faites. François Hollande a proposé que certaines communes se voient obligées de construire du logement social. Jusqu'à présent, la loi dit au moins 20% dans certains endroits. François Hollande propose d'aller à 25%. Là aussi, Jean-Luc sur Mélenchon ce point, propose 30%. Mais à la limite, peu importe là où on se mettra d'accord pour les 25 ou les 30%. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines villes qui ne construisent pas de logements sociaux, qui à la limite même le revendiquent avec force et préfèrent payer les amendes qui ne sont pas très fortes. Chez vous, à Saint-Denis, c'est où? Saint-Denis, on est à 48% de logements sociaux. Et en moyenne, d'ailleurs, sur le territoire de la pleine commune, on est à 48% de logements sociaux. De ces communes qui ne construisent pas ou très peu de logements sociaux, il faut mettre des amendes beaucoup plus fortes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut à la fois remettre des amendes beaucoup plus fortes. Je pense aussi qu'il faudra qu'on revoie la façon dont on peut contraindre un certain nombre de communes à construire du logement social. Et une des questions qui est posée, d'ailleurs, qu'on se pose aujourd'hui au sein de Paris Métropole, de ce syndicat des communes, des villes, des départements de la région Île-de-France, c'est de savoir s'il ne faut pas avoir une autorité du logement qui permette effectivement à contraindre un certain nombre de maires de faire du logement. Il y a une proposition que l'on fait aussi au niveau du Front de gauche, c'est de faire en sorte que dans tout programme de logement,
qui dépasse une dizaine de logements, il y a une part de logements sociaux. Si on veut véritablement de la mixité dans les quartiers aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il y a un programme de logement, où il y a du foncier, et donc qu'on ne nous dise pas, il n'y a plus de foncier, on ne peut pas construire. Quand il y a un programme de 50 logements, pourquoi ne pas envisager que sur ces 50 logements, il y ait de l'accession à la propriété, du logement libre et du logement social? Et ça, c'est tout à fait possible, ça se fait d'ailleurs dans certains endroits, et ça marche. Pour continuer sur ce point, vous dites autorité de contrainte, ça ressemblerait à quoi cette autorité? Je dis une autorité de gouvernance du logement. Ça pourrait ressembler, pour qu'on comprenne bien en tout cas, ça pourrait ressembler à quoi en 2 mots? C'est-à-dire qu'à l'échelon de Paris Métropole, on déterminera, mais ce que fait le préfet... C'est celui-là qui prend le permis de construire, on est bien d'accord. Ça peut aller jusque-là. Mais ce que fait le préfet, ce que s'efforce de faire le préfet de région aujourd'hui, il y a un objectif défini par le gouvernement. 70 000 logements en région Île-de-France par an, à partir de 2015. Le préfet de région s'est amusé à faire la territorialisation de ceci. Si on veut que ça soit concret, il faut que tout le monde le fasse. Absolument. Pour notre part, si je prends l'exemple de Plaine Commune, on s'est engagé à construire 4 200 logements qui correspondent effectivement aux objectifs. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, si on reprend les PLH de tous les plans locaux d'habitat de toutes les villes qui sont concernées, on n'arrivera pas à 35 000 logements. Pourquoi? Parce que certaines villes, et notamment beaucoup de villes de droite, aujourd'hui refusent de construire du logement social. Alors, sur ce point, est-ce qu'effectivement il y a des villes de droite, comme vous venez de le dire, qui refusent ou qui refuseraient de construire du logement social? Et que pensez-vous de cette autorité de régulation? Mais ce que peut-être Patrick Brouzek ne sait pas, c'est que cette loi SRU, elle est plus qu'appliquée. Avant de fantasmer sur les mauvais élèves, et il y en a des mauvais élèves. Beaucoup. Peut-être peut-on regarder si la loi marche bien ou pas. Peut-être. 400 communes, 393 pour être extrêmement précis, qui ne construisent pas ou pas assez de logements sociaux. Ça fait quand même 393 mauvais élèves. C'est plus des mauvais élèves, c'est une mauvaise classe, avec quelques bons élèves. On va laisser parler Benoît Paris. Si ça vous gêne que je on va laisser, il n'y a pas de problème. Allez-y Benoît Paris. Juste savoir un truc, puisqu'apparemment vous connaissez bien les chiffres. La loi, qui existe depuis 10 ans, nous obligeait à faire combien de logements sociaux dans les communes qui n'ont pas les 20%? Combien? Bien, vous allez nous le dire. Mais puis, apparemment, vous connaissez très bien les chiffres. 200 000. Et la loi n'est donc pas appliquée, si je vous écoute. On en a fait combien dans ces villes en question? 306 000. Et c'est ça qu'on appelle une loi pas appliquée. Donc si je comprends bien, quand on a une obligation à faire 200 000 et qu'on fait 306 000, la loi n'est pas appliquée. C'est scandaleux, il faut donc réformer la loi. Eh ben non. Cette loi, qui a été faite par le PS d'ailleurs, et qu'à tort, la majorité avait combattu, la majorité d'aujourd'hui, par un gouvernement de gauche. Et qu'à tort, la droite avait combattu à l'époque. Cette loi produit des résultats. 200 000 en obligation, 306 000 en résultats. Donc je sais bien qu'on peut toujours regarder les très mauvais élèves. Et oui, il fait combattre les très mauvais élèves. Peut-être qu'on peut, avant tout, reconnaître que cette loi est appliquée, bien appliquée, par ce gouvernement, par cette majorité, et qu'elle produit de très bons résultats. Alors Benoît Apparu, comme Patrick Braouezec, je vous propose à ce stade de notre débat d'élargir notre réflexion avec un expert. Il s'agit de David Rodriguez. Il est juriste spécialiste du logement au sein de la CLCV. C'est une association de consommateurs et d'usagers. On l'écoute avec Baptiste Etchegaray. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, des milliers de foyers ne peuvent pas accéder à la propriété et si elles devaient passer ce cap, ce serait au prix d'importants sacrifices financiers. Donc je ne pense pas qu'il faille montrer cette politique de tous propriétaires comme un objectif en soi. Si certains peuvent effectivement y parvenir, dans ce cas, il est tout à fait possible de leur donner un coup de pouce et tous les mécanismes financiers comme le prêt à taux zéro et tout ça sont des mécanismes qui sont bons, qui ont montré leur valeur, leur intérêt. Il est juste dommage, par exemple, sur le prêt à taux zéro, qu'on ait voulu récemment le retirer pour tout ce qui concerne l'ancien. Vous savez comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que vous avez un exemple comparatif en fait entre la France et un autre pays? C'est vrai que l'Espagne est un pays où il y a de nombreux propriétaires, pourtant ils subissent quand même une crise immobilière. En revanche, en Allemagne, où là il y a quand même de très nombreux locataires, on se rend compte que sur les zones à marché tendu, les loyers sont beaucoup plus faibles qu'en France. Et la loi, je permet même aux locataires, dans certains cas, de revoir le loyer à la baisse, ce genre de choses. Donc on est sur un mécanisme qui est beaucoup plus avantageux, je dirais, pour le locataire en Allemagne. Et pourtant, on n'a pas du tout la même tension locative, la même tension sur le marché dans ces deux pays. Alors il ne faut pas se leurrer, nous dit ce spécialiste. Tous les Français ne pourront pas accéder à la propriété. On se souvient pourtant du slogan de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, une France de propriétaires. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde.
Nicolas Sarkozy, en 2007, avait fixé un objectif assez précis en parlant de 70% de ménages propriétaires en France. On en est aujourd'hui très loin. Pourquoi cet échec ? C'est pas un échec, cet objectif est un objectif probablement à 10 ou 20 ans. C'est pas un objectif à 6 mois. Ça n'a pas bougé depuis 2007, le chiffre est resté le même. Très peu, ça a bougé d'un point. On a dû passer de 56 à 57% de propriétaires. Sur ce rythme-là, il faudra plutôt 50 ans. Très exactement ça, peut-être pas 150 quand même. Effectivement, quand on a fait la réforme du prêt à taux zéro, on savait pertinemment qu'on augmenterait de 1% le taux de propriétaires par an, pas beaucoup plus. Simplement, là encore, deux nuances si vous le voulez bien. On n'a jamais dit la France de tous propriétaires. Ce ne serait pas une société où il n'y a que des propriétaires, c'est pas un équilibre. Donc c'est pas souhaitable. Raison pour laquelle on s'était dit les 2/3, la moyenne européenne est probablement un bon chiffre. Pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à progresser ? Tout simplement parce qu'il y a eu un truc qui s'est appelé la crise et qui effectivement a posé quand même quelques petites difficultés avec des taux d'intérêt qui ont monté et des crédits bancaires, un nombre de crédits bancaires plutôt en baisse. Et donc effectivement, les banquiers ont resserré le crédit. On l'a vu d'ailleurs sur les chiffres ces derniers jours où effectivement le montant des crédits affectés à l'immobilier a baissé de 5% avec un prévisionnel plus lourd encore sur 2012. Donc effectivement, pour pouvoir accéder à la propriété, il faut quelqu'un qui ait la volonté de le faire, mais il faut aussi quelqu'un qui lui prête de l'argent. Sur cette question, Patrick Braouezec, est-ce qu'il faut que les Français deviennent... On va juste vous les laisser répondre. Sur cette question, effectivement, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de Français qui accèdent à la propriété ou est-ce qu'il faut réguler le marché de la location comme c'est un petit peu ce que nous disait cet expert? Qu'est-ce que vous en pensez? Que certaines personnes aient pour objectif d'accéder à la propriété, je trouve que c'est assez légitime et je crois que ce serait une bonne chose. Après qu'on en fasse un objectif au niveau d'un gouvernement, ça me paraît curieux, ce d'autant qu'on ne crée pas vraiment les moyens pour qu'il en soit ainsi. Effectivement, aujourd'hui, il y a la crise qui était évoquée. Il y a surtout des gens qui ont plutôt comme préoccupation de pouvoir finir la fin de mois, correctement manger, se soigner, éduquer leurs enfants, plutôt que d'accéder à la propriété, avec tout ce que ça signifie. Parce que les gens ne sont pas dupes. Ils savent aussi qu'un grand nombre de ceux qui sont accédants ou propriétaires sont aujourd'hui aussi dans des difficultés. Il y a plus de 500 000 foyers aujourd'hui qui sont propriétaires ou accédants en grande difficulté. On peut craindre pour vous un scénario à l'américaine avec des centres-villes, par exemple, qui se videraient de leurs propriétaires incapables de payer. Il y a un effet très pervers aujourd'hui dans l'accession à la propriété, quand ce ne sont pas des accédants à la propriété pour occuper, mais pour louer. Et je suis à peu près convaincu que dans les années qui viennent, les grosses difficultés que l'on aura, ce sera dans les copropriétés dégradées. Parce que justement, les gens n'auront plus les moyens de garder à flot, garder à flot leur patrimoine. Donc c'est une vraie question qui est posée aujourd'hui par rapport à cette question de l'accession à la propriété. La deuxième remarque, c'est que c'est le problème finalement de la non-réactivité de ce gouvernement par rapport à cette situation. Parce que la crise 2008, on voit bien effectivement les effets, les gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc ça signifiait que si on ne voulait pas être dans cette situation au niveau du logement, il fallait que l'aide à la pierre compense ceci, c'est-à-dire qu'on remette de l'argent pour construire du logement social. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'aide à la pierre, elle ne fait que diminuer d'année en année au niveau de ce gouvernement. Et je prends simplement les projets de finances. On est passé sur les aides au plus de l'ordre de 1 200 € en 2010 à 900 € dans le budget 2012. Et sur les PLAI, on est passé de 900 € à 600 €. Ça veut dire qu'il y a un double effet là par rapport à cette crise du logement. Il y a effectivement le fait que l'objectif que se fixait ce gouvernement d'une France, non pas de tout propriétaire, mais de beaucoup de propriétaires, n'a pas pu se réaliser pour les raisons qui sont liées effectivement à la baisse du pouvoir d'achat, à la crise, à la crainte du lendemain, à la précarité des populations, et parce que ce gouvernement n'a pas pu s'adapter finalement à cette situation et créer les conditions pour qu'il y ait un nouvel élan sur le logement social. Eh bien, avec Benoît Apparu vous répondre sur ce manque d'adaptation. Vous lui dites, vous n'avez pas construit assez de logements, en particulier de logements sociaux. Or, il y a eu quand même beaucoup de logements sociaux construits, ça les chiffres le montrent. Benoît Apparu. Oui, deux choses. Arrêtons de croire que le scénario à l'américaine va se dérouler en France. Qu'est-ce qui l'empêche, le scénario à l'américaine en France? Plusieurs choses. Les règles prudentielles. C'est-à-dire que les banques prêtent quand quelqu'un peut rembourser, et qu'il y a un seuil de 33% par rapport à ses revenus, qui est appliqué par toutes les banques, et au-dessus, les banques ne prêtent pas.
Premier élément. Deuxième élément... La plupart des gens dans le logement, c'est en gros 48% dans le logement privé. C'est simplement pour rectifier, simplement un chiffre. Après cette rectification, 48%. D'accord. On parle d'accession à la propriété, on ne parle pas de locatif, il y a une petite nuance entre les deux. Donc les banques ne prêtent pas quand quelqu'un n'a pas un tiers de ses revenus qu'il peut consacrer à son remboursement. Premier élément. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle l'APL accession. C'est-à-dire que l'APL, on la connaît pour le marché locatif, pour aider les gens à payer leur loyer. Il y a une deuxième APL qui coûte quand même 1,3 milliard d'euros. Quand quelqu'un a une baisse de revenus alors qu'il est taxé dans la propriété et qu'effectivement il a du mal à rembourser son loyer, eh bien, il y a une aide personnelle au logement qui vient l'aider à payer son loyer pour éviter les sinistres. La conséquence pratique, c'est quoi? La conséquence pratique, c'est qu'entre 2008 et aujourd'hui, le nombre de sinistres en France n'a pas augmenté. Si le nombre de sinistres avait augmenté, je pense que vous en auriez entendu parler. Eh ben non, ça n'a pas explosé parce qu'effectivement, on est plus sécurisé de ce point de vue-là en France. Alors, sur le logement social. Juste une question, Benoît Apparu, parce que j'aimerais qu'on aborde aussi un autre problème et un problème lourd et grave, c'est celui des gens qui sont vraiment très mal logés. Quelques millions de Français, 4, 5, peut-être 6 millions de Français sont très mal logés selon différentes études. Sur 3,6 millions et 5 millions qui sont dans une grande précarité. Voilà, sur ce point, vous me le dites, il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on puisse aborder juste cette question. Et Luc Bronner a une question à vous poser. Je répondrai quand même à la question qui m'a été posée avant, mais c'est pas grave. L'année dernière, la Fondation Abbé Pierre avait donné un carton rouge au gouvernement. Fondation Abbé Pierre, qui est un organisme indépendant, assez sévère sur votre politique en faveur des plus défavorisés. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ces millions de Français qui ont beaucoup de mal à se loger dans des conditions décentes? Il se tombe que la réponse que je vais faire correspond à la question qui était posée avant, donc ça tombe très bien. On va pouvoir faire les deux en même temps. Patrick Braouzek évoquait à l'instant la question du logement social. Moi, j'aime beaucoup les discours. Enfin, quand M. Braouzek était membre d'une majorité entre 1997 et 2002, il a fait combien de logements sociaux? Combien? Il a fait 50 000 logements sociaux par an. Et je regrettais, vous pouvez reprendre toutes les interventions que j'ai faites à l'Assemblée là-dessus. Il n'en demeure pas moins que votre bilan était 50 000 logements sociaux par an. On en fait combien pendant ce quinquennat? 125 000 par an en moyenne. On aura fait 600 000 logements sociaux pendant ce quinquennat, ils en ont fait 265 000. Donc là encore, Pierre, alors il vient de ce carton rouge. J'ai rarement vu une association dire ce que fait le gouvernement est extraordinaire. Leur objet, carton rouge, c'est sévère, c'est pas la même chose. Leur objet, leur fonctionnement à la Fondation Abbé Pierre, à laquelle je me rendrai d'ailleurs la semaine prochaine, mercredi, leur objet même, c'est effectivement de critiquer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et d'apporter des propositions, parce qu'en plus, eux au moins, ils connaissent bien les sujets et ils réfléchissent. Est-ce que doubler, par exemple, le plafond du livret A, comme le recommande François Hollande, c'est une piste intéressante? Est-ce que vous critiquez ou vous dites techniquement, même question techniquement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que combien de livrets A aujourd'hui sont au taquet, au plafond? 10%. Je rappelle que la moitié des livrets A sont à moins de 150 €, donc vous pouvez doubler le plafond, ça ne changera pas grand-chose. Premier élément. Le PS chiffre lui-même, je crois, à 20 milliards. Oh, vous pouvez déplacer d'autres... Tout à fait. Gilles Leclerc. Le PS dit lui-même, on va essayer de récupérer 20 milliards de plus avec ça. C'est 20 milliards de prêts supplémentaires, ce n'est pas des subventions. Bon. Les fonds du livret A aujourd'hui, c'est combien? 180 milliards d'euros à disposition du logement social. Combien sont utilisés? 120 milliards. Il y en a 180, on utilise 120. Je ne vois pas en quoi en rajouter 20. Alors, rajoutera un logement de plus. Il nous aurait dit, on va baisser les taux auquel la Caisse des dépôts, qui fait la collecte de ce livret A, prête au logement social, là, ça peut avoir un impact. Alors, on va interroger Patrick Braouzek là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette proposition de doubler les fonds sur le livret A? Et vous-même, est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que vous avez d'autres propositions? La proposition que nous faisions, nous, elle était plus modeste. C'était de passer d'un plafond de 15 000 € à 20 000 €. Voilà. Là, on est à 30 000. Mais là où je rejoins l'argument de Benoît Apparu, c'est que la vraie question, c'est que de toute manière aujourd'hui, les plafonds sont vraiment atteints. Et que ça pose effectivement la question des taux de prêt qui sont faits par la Caisse des dépôts. C'est pour ça qu'on considère, nous, et une des propositions que l'on fait, c'est d'avoir un véritable outil financier permettant de construire du logement social.
Deux autres remarques, parce que faut être clair au niveau des chiffres. Benoît Apparu a multiplié par 5 la meilleure année, 125 000 de création de logements sociaux, de logements, pardon, parce que c'est pas que les logements sociaux, c'est des logements. Ah non, que le logement social, je parle. Non. Enfin bon, on va pas recommencer la guerre de ces chiffres, mais ce n'est pas juste. Et ce n'est pas juste non plus dans les 5 ans. En quoi c'est pas juste dans les 5 ans qui ont été puisque vous dites que c'est pas juste. Allez-y. Je reviendrai pas parce que l'objectif c'est pas. Vous dites que c'est pas juste. C'est pas l'objectif aujourd'hui dans un débat comme celui-ci, c'est pas de se balancer des chiffres, c'est de dire quelle politique on va mener sur la question du logement. Il y a 2 minutes, vous expliquez qu'on n'avait rien fait. Je vous réponds. Non, je n'ai jamais dit que vous n'avez rien fait. Alors ça, il ne me fera jamais dire que ça, parce que ce n'est pas vrai. Mais je pense que ce que vous avez fait était insuffisant et que vous n'avez pas su réagir quand il le fallait, et notamment en 2009, il y a donc 3 ans, par rapport à la crise dans laquelle on était, sans prendre en considération qu'effectivement vous n'iriez pas vers cette France de propriétaires que vous évoquiez, et qu'il fallait que le gouvernement, l'État joue son rôle régalien dans ce domaine, soit réactif et permette effectivement c'est bien pour ça qu'on a fait le plan de relance. C'est bien pour ça qu'on a fait le plan de relance et c'est bien pour ça que cette année, en 2011, au-delà du logement social que j'évoquais, nous aurons fait cette année 400 000 logements en France, premier producteur de logements en Europe. Alors voilà, donc effectivement, nous avons réagi pour la production de logements. On a entendu votre juste on a une raison très simple. D'une seconde. C'est que tant que la région Île-de-France, et c'est pas de votre faute, tant que la région Île-de-France sera la dernière en production de logements de France, on aura un problème. Pourquoi ? Parce qu'en France, on produit 2 fois plus en Auvergne qu'en Île-de-France. Et tant qu'on restera dans ce schéma-là, c'est qu'on n'aura rien compris au problème. On va attaquer Benoît Apparu comme Patrick Braouzek, la dernière partie de ce débat. Dernière partie de ce débat qui est consacrée aux questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves. Et première question, signée Gilles Leclerc de Public Sénat. Vous avez regardé, j'imagine, le débat hier soir sur France 2, Hollande-Juppé. Il s'était bien préparé, Alain Juppé, selon vous ? Je pense que c'était très bien préparé, oui. Et donc, le résultat, à vos yeux ? Un bon résultat, parce que j'ai le sentiment, effectivement, qu'Alain Juppé a réussi à le coincer sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment aux questions de compétitivité et aux questions de finances publiques. Alors, on va demander son avis à Patrick Braouzek. Je pense que ça va pas être le même. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je sais pas, une intuition comme ça. Moi, je vais être très honnête, je n'ai pas pu voir ce débat parce que j'avais conseil municipal. Je n'ai eu donc les échos dans la presse. Et d'après ce que j'ai pu lire, je pense qu'il y a quand même un avantage à François Hollande dans le débat et que Alain Juppé est resté un peu fidèle à lui-même. Il est resté... droit dans ses bottes. Voilà, on a retrouvé... C'est très bien d'ailleurs d'être droit dans ses bottes. Je trouve plutôt une qualité pour moi. Mais donc vous l'avez trouvé quand même, Benoît Apparu, quand même légèrement, un peu beaucoup droit dans ses bottes ? Ni légèrement, ni un peu, ni beaucoup. Je l'ai trouvé effectivement comme il est, c'est-à-dire effectivement avec une rigueur intellectuelle très forte. Et je l'ai trouvé, oui, droit dans ses bottes. Et j'avoue que pour ce qui me concerne, j'assume cette expression qui reflète parfaitement... Pas forcément la rigueur physique. Tout à fait. Mais enfin... de ce point de vue-là, je préfère la rigueur intellectuelle plutôt que le fou intellectuel qu'on avait en face. Mais en tout état de cause, le flou intellectuel que nous avions en face. Et de ce point de vue-là, le côté droit dans ses bottes me va très bien. Luc Bronner. Autre question sur un sujet très grand public, le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter. Sur ce sujet aussi, faut-il encadrer d'une façon ou d'une autre le prix de l'essence ? Benoît Apparu ? Je ne le crois pas. Un peu d'ailleurs pour des raisons très différentes de ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les loyers. Moi, tous les encadrements de prix que nous avons eu dans le passé se sont toujours soldés par des échecs. Que faut-il faire alors ? Que faut-il faire sur l'essence ? Je pense que la priorité pour nous, c'est effectivement de regarder comment on développe les transports collectifs pour que les Français soient moins dépendants à l'essence. C'est ça la priorité. Et dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement, nous avons multiplié les chantiers par 10 de transports en commun pour qu'effectivement les transports en commun soient priorisés par rapport aux transports individuels. Gilles Leclerc. Patrick Braouzek, comment le Front de gauche et vous en particulier, vous avez, je dirais, vécu, on va dire, tous les observateurs s'accordent à le dire, une bonne séquence Hollande depuis le Bourget? Ouais, moi je l'ai vécu positivement parce que j'ai quand même un objectif, c'est de battre ce gouvernement et Nicolas Sarkozy, si c'est lui qui est candidat, au mois de mai prochain. Si François Hollande est en tête, vous allez appeler à voter pour lui au second tour? Moi, sans aucun problème. Et puis, il l'a dit hier, si jamais il n'était pas en tête, lui-même appellerait à voter pour le candidat de gauche. Il y a un trop bon score de François Hollande au premier tour. Mais c'est pas forcément très bon signe pour Jean-Luc Mélenchon. J'étais surtout attentif au discours qu'il a tenu. Et la crainte que j'avais, c'était que son discours soit plus teinté de centre-droit.
Alors après, il y a des différences, il y a des nuances, il y a même des nuances de taille. Exemple. Mais je pense sur les ruptures nécessaires, et notamment par rapport, même s'il a avancé sur la question de la rupture avec le monde de la finance, et puis sur cette, peut-être justement pour réagir au non-interventionnisme de l'État aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État joue son rôle régalien. Parce que non à l'encadrement sur les loyers, non à l'encadrement sur l'essence, non à tous les encadrements, si je comprends bien, sur tout ce qui est aujourd'hui en train de flamber. Mais il y a des gens derrière, il y a des populations qui souffrent, qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus payer leur loyer. La personne qui disait effectivement j'ai le choix entre faire 1h30 et avec les coûts que ça comporte en termes de déplacement et de payer un prix exorbitant dans Paris intramuros, mais quand est-ce qu'on va avoir un État qui tient compte de la situation réelle des gens dans ce pays? C'est ça quand même la grande question. De grâce, vous n'avez pas le monopole, pour reprendre une expression célèbre, de la connaissance du peuple, de ce qui s'y passe, et de la volonté de travailler. On peut très bien la connaître, puis sans pour autant la régler. Et on s'en moque pas, et on a envie de la régler comme vous. Simplement, là encore, c'est pas une question d'envie, c'est une question de volonté. On a la même volonté de ce point de vue-là, et je pense que si on s'est engagé l'un comme l'autre dans la vie politique, c'est justement pour essayer de régler la vie quotidienne des gens et de les aider à mieux vivre demain. Donc on n'a pas les mêmes solutions. On a la même envie et la même volonté en la matière. Et ne confondons pas des constats. Ne confondons pas des constats sur lesquels on pourra peut-être se retrouver avec des solutions. L'économie administrée, ça n'a jamais marché. Et ça a produit les pires catastrophes qui soient, tant sur le plan économique que social, que des libertés publiques, en règle générale d'ailleurs. Benoît Apparu, à propos de solutions ou d'idées, on sait que le président doit parler dimanche à la télévision. On a dit ou on a pu entendre ici ou là qu'il allait faire des annonces audacieuses, certains ont même écrit révolutionnaire en matière de logement, en matière peut-être de TVA, voire en matière de flexibilité du travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Rien. D'accord, merci. Vous m'avez demandé des réponses courtes, voilà une réponse courte. Rien. Vous avez participé à l'élaboration quand même des projets de loi qui pourraient annoncer Nicolas Sarkozy, oui? J'ai effectivement participé aux réflexions, notamment sur le secteur du logement. Oui. Vous ne me posez pas la même question, j'espère. Alors, qu'est-ce que, selon vous, devrait annoncer un président de la République ou un chef de l'État? Je pense que dimanche soir, ce qui serait bien, c'est qu'il annonce qu'il est candidat. Au moins, ça serait plus franc jeu. On ne serait pas dans cette confusion actuelle, à savoir que quand le président se déplace, on ne sait pas s'il se déplace en tant que président de la République, en tant que futur candidat, et y compris c'est dans le jeu démocratique, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas sain. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'ils disent au moins une fois pour toutes, oui, je suis candidat et à partir de maintenant, ce que je ferai, ce que je dirai, ce que je proposerai, ça sera en tant que candidat et non pas en tant que président de la République. Intervention sur ce point de Benoît Apparu et puis on laissera la parole à Luc Bronner du Monde qui a une question à vous poser. Juste un point quand même, il y a un enjeu majeur des semaines à venir, c'est l'enjeu de l'emploi. Je pensais que vous alliez nous parler de l'enjeu de la compétitivité, de la candidature de Nicolas Sarkozy. Non. Il serait temps de s'en apercevoir que c'est un enjeu l'emploi. L'emploi, depuis la crise du mois d'août, on l'a bien vu, les chiffres du chômage réaugmentent fortement. 30 000 le mois dernier. 30 000 le mois dernier. On a donc l'impérieuse obligation d'essayer de nouvelles choses. Parce qu'on n'a pas tout essayé. Et les choses très concrètes pour le Jabi, pour Cifrance, qui sont des entreprises dont l'actualité a rythmé la campagne de façon très concrète. Quel est le problème très concret pour le Jabi? C'est que ses coûts de production en France sont supérieurs aux coûts de production dans d'autres pays. Donc c'est la flexibilité. Là, il y a un boulon là. Enfin, c'est pas un boulon d'ailleurs, il y a une rondelle. Cette rondelle coûte plus cher à produire en France qu'en Allemagne. Tant qu'on aura cette différence-là liée aux charges sur les salaires, vous pourrez faire ce que vous voulez. L'entreprise ira plutôt en Allemagne et achètera plutôt ses produits en Allemagne. Donc il faut diminuer notre objectif, c'est de se dire il faut qu'on réduise le coût de production si on veut que l'emploi français reste compétitif. Et donc, comment on fait? On prend des charges qui pèsent aujourd'hui sur les salaires et on les met sur une autre type de fiscalité qui, elle, de ce point de vue-là, sera plus efficace et ne nous apportera pas le même type de problème. C'est un enjeu majeur. Un mot, Patrick Braouzek, et puis on sera obligé de se quitter. Sur cette question, oui. Cette rondelle, elle a un coût de production, mais elle a aussi un prix de revient. Et quand elle est fabriquée au bout du monde, et que quand on met dans le coût de ce qu'elle coûte, in fine, pas simplement au niveau de la production,
mais après, avec les cheminements, etc., elle revient plus cher. Il y a donc sans doute... Je parle de l'Allemagne, il y a sans doute... Ah oui, mais il y a aussi la Chine. Oui, et il y a sans doute aujourd'hui à travailler, et c'est aussi une des préoccupations qu'on a, et des propositions que l'on fait. Il va falloir qu'on réinstalle de l'emploi et de l'emploi productif en France. Il va falloir qu'on travaille sur les circuits courts, y compris pas simplement sur la question de l'emploi, mais sur la question aussi de l'environnement, parce que on a une responsabilité les uns et les autres, c'est de faire en sorte que cette planète puisse continuer à vivre dans les années qui viennent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle. Se renseigner sur les programmes.